quatrième candidat, ou quatrième en l'occurrence représentant d'un candidat qui est Damien Abad, qui représente Valérie Pécresse. Damien Abad, bonjour. Bonjour. Je commence avec vous comme avec tous les autres candidats. On a le sentiment d'une campagne présidentielle qui a du mal à commencer, qui ne parle peu des questions de fond et lorsqu'elle en parle, qui parle peu, voire quasiment jamais, des questions de solidarité. Est-ce que vous partagez ce constat et surtout, quelle est la place que ces questions de solidarité, de lutte contre la pauvreté, contre les exclusions occupent dans le programme, le projet de Valérie Pécresse que vous représentez aujourd'hui? D'abord, bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Je dois excuser Valérie Pécresse qui a demandé à ce qu'effectivement on puisse être à vos côtés pour répondre à vos questions. Oui, effectivement, on va se parler franchement. Il y a aujourd'hui un débat présidentiel qui est escamoté, qui est étouffé par la crise sanitaire et qui fait que certains voudraient qu'on n'ait pas ce débat-là. Et sur les questions de pauvreté et d'exclusion, comme d'ailleurs sur tous les autres sujets. Et pour nous, c'est très important qu'on puisse aller au fond des choses et apporter des réponses concrètes et notamment sur ces enjeux. Moi, je voudrais simplement revenir sur deux points par rapport à votre question. Il y a un double paradoxe. Il y a d'abord un paradoxe très fort, c'est que la pauvreté n'a jamais peut-être été aussi forte en France. Il y a une archipélisation de la pauvreté française avec des nouveaux publics qui sont touchés par la pauvreté. Je pense aux couples de jeunes, aux auto-entrepreneurs, aux personnes âgées isolées, aux familles monoparentales. Et dans le même temps, il y a certainement jamais eu une aussi grande méfiance ou parfois même indifférence à l'égard de la pauvreté. Et d'ailleurs, votre sondage le montre très justement, puisque pour la première fois, le nombre de personnes méfiantes ou indifférentes à l'égard de pauvreté sont plus importantes que le nombre de personnes qui veulent aider les gens en situation de souffrance sociale. Et ça doit toutes et tous nous interpeller. Et en tant que responsable politique, je pense que c'est le premier paradoxe à résoudre. C'est-à-dire de réinvestir le champ de l'engagement citoyen, de l'engagement associatif, parce que sans les associations qui œuvrent au quotidien au service de la solidarité, alors on n'arrivera pas à des résultats sur la pauvreté. Il nous faut une association forte entre l'État, les collectivités territoriales et bien sûr le tissu associatif en tant que tel. Et ça, c'est le paradoxe, le premier paradoxe à résoudre. Et c'est pour ça que Valérie Pécresse, ce qu'elle souhaite, c'est avoir une approche territorialisée de l'action dans la lutte contre la pauvreté. La territorialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire confiance aux collectivités territoriales, aux régions, aux départements, aux mairies, aux communes, aux centres d'action sociale qui œuvrent dans nos communes au quotidien, faire confiance au tissu associatif également, et puis une responsabilisation des acteurs, qui est un sujet bien sûr très important. Et puis le deuxième paradoxe que l'on voit et que l'on constate aujourd'hui, et quand j'ai entendu les interlocuteurs précédents, c'est que on a une approche de la pauvreté qui est essentiellement faite par une pauvreté monétaire, comme si il suffisait de donner un revenu universel à tous les jeunes pour régler la question de la pauvreté en France. Ben, je pense que c'est une erreur fondamentale. Je pense que la pauvreté, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas simplement le revenu, c'est aussi l'accès à l'éducation, c'est la reconnaissance sociale, c'est l'ascenseur social. Des sujets qui n'ont pas jusque-là été évoqués, qui sont majeurs pour sortir les Français de la pauvreté, c'est-à-dire l'ascenseur social, la question de l'égalité des chances, du déclassement des classes moyennes, et qui fait qu'on a beaucoup de travailleurs pauvres aujourd'hui dans la société française. Et donc là-dessus, ce qui est important, c'est pas de mettre des pansements sur une jambe de bois sociale cassée, mais ce qui est important, c'est de s'attaquer aux causes profondes de la montée de la pauvreté en France. Et ça nécessite une approche globale, transversale, pas simplement axée sur le revenu, bien sûr que c'est important, mais aussi sur tous les autres pans. La question de l'accès aux soins et à la santé en est un par exemple. Voilà ce que nous devons faire et quelle est notre logique d'action pour lutter contre la pauvreté. Merci beaucoup Damien Abad. Je voudrais, il y a peut-être trois questions qui me viennent simplement en vous écoutant. La première, c'est le premier paradoxe que vous avez évoqué, la pauvreté qui s'étend, qui touche de nouvelles catégories et la méfiance qui progresse. Vous pointez le paradoxe. Comment vous l'expliquez? Est-ce que pour vous, ça vient de ce qu'évoquait tout à l'heure Yannick Jadot, une forme de repli quand la pauvreté, ou de ce qu'évoquait Fabien Roussel quand la pauvreté progresse? Est-ce que c'est un sentiment d'impuissance collective? Est-ce que c'est les conséquences d'une forme d'ethnitisation du social? Comment vous expliquez ce paradoxe? D'abord, à chaque fois qu'il y a une crise, le paradoxe, c'est qu'il y a un repli sur la sphère privée et individuelle. Au moment où on aurait le plus besoin d'action collective, il y a toujours un paradoxe dans la société de se replier sur soi-même, et ce qui, du coup, accentue encore les inégalités et fragilise encore plus les personnes fragiles. Et puis, au-delà de ça aussi, il y a aussi l'impact de la crise sanitaire.
aujourd'hui, il y a un avant et un après crise sanitaire. La crise sanitaire, très clairement, elle fragilise les populations et les publics qui déjà étaient en situation de grande précarité. C'est vrai pour les personnes handicapées, c'est vrai pour les personnes âgées isolées, c'est vrai pour les personnes, les familles monoparentales, c'est vrai également pour les travailleurs pauvres qui sont encore appauvris avec la crise sanitaire en tant que telle. Donc, je crois qu'il faut, le quoi qu'il en coûte ne suffit pas. L'enjeu aujourd'hui, c'est comment on fait pour répondre à ce décrochage qu'il y a dans les nouveaux publics. Je parlais tout à l'heure des couples de jeunes, mais vous prenez des couples très concrètement, hein, de jeunes restaurateurs qui peuvent se retrouver en difficulté, de jeunes des professions indépendantes, un couple de jeunes agriculteurs, parce que voilà. Et là, on tombe dans des questions de pauvreté et avec des publics nouveaux. Il faut donc, et ça sera notre stratégie avec Valérie Pécresse, s'attaquer à tous ces publics cibles, s'attaquer à la fois aux travailleurs pauvres, aux familles monoparentales, aux jeunes, aux personnes âgées, et avoir des réponses concrètes et ciblées. Et c'est ça notre objectif. C'est pas avoir un revenu d'activité universel pour tout le monde. C'est apporter des réponses concrètes et ciblées pour chacune de ces catégories-là. Et ça nous semble important. Et tout ceci aussi dans ce qu'on appelle la dignité et la reconnaissance. Ce que nous voulons porter, c'est une société de la reconnaissance. Parce qu'aujourd'hui, en plus de la pauvreté, s'ajoute malheureusement très souvent pour ces publics une humiliation. Une humiliation et un sentiment de ne servir à rien, de ne pas être reconnu dans la société française, d'être à la marge, d'être invisible. Vous savez, c'est la suite, malheureusement, parfois du mouvement des gilets jaunes, qui était de dire on met le gilet parce qu'on veut être visible par une société qui nous a rendus, en fait, invisibles en tant que tels. Donc, ça nécessite de changer notre système social, d'avoir éviter des processus qui sont trop décourageants, des procédures qui sont trop longues, qui sont trop complexes, un vocabulaire aussi qui n'est pas toujours adapté. Et puis, et je termine par là, une des raisons aussi qui fait qu'il y a cette montée aussi, je dirais, de ce repli sur soi et de la pauvreté en tant que telle, c'est aussi le bilan du président de la République actuel. Je me souviens d'un des objectifs du président de la République, qui était de dire, avec moi, il y aura zéro SDF. Zéro sans-abri en France. Mais on voit aujourd'hui le résultat. La vérité, c'est que la théorie du ruissellement, c'est la théorie du laisser-faire. Nous pensons qu'on doit agir. On doit agir de manière ciblée et concrète, mais on ne peut pas être sur le laisser-faire. Et puis enfin, il n'y a eu aucune réforme. Je pense à la question du RSA ou des revenus de solidarité. Aucune réforme d'ampleur n'a été engagée. On a voulu simplement faire un plan qui a masqué en fait la faiblesse du volet social et de l'approche sociale dans la gestion de la crise sanitaire. Donc les objectifs ratés, les mots blessants et l'échec des réformes, ça fait un quinquennat du presque rien ou du presque pour rien sur les questions de pauvreté en tant que telles. Et ça, effectivement, c'est regrettable, avec un gros point noir pour moi, qui est la question du logement, parce que c'est dans ce quinquennat qu'on a mis au pilori les bailleurs sociaux. C'est dans ce quinquennat qu'on a fait chuter la construction, et c'est dans ce quinquennat qu'on a renforcé la précarité énergétique des logements en France. Et là, il y a beaucoup à faire, parce que le logement, c'est l'une des premières armes et premières réponses à apporter pour toutes celles et tous ceux qui doivent sortir de la pauvreté. Approche ciblée, vous avez dit, et approche territorialisée. Si on essaye de creuser ce point-là, approche territorialisée, qu'est-ce que vous voulez dire précisément? Vous avez vu que de ces derniers mois, le RSA en Seine-Saint-Denis a été renationalisé, que lorsqu'on entendait le président de la République hier devant le congrès de la FAS, il semblait plutôt incliné vers aussi dans cette pente-là d'une renationalisation d'un certain nombre de politiques sociales. Quand vous dites une approche territorialisée, concrètement, c'est quel rôle, quelles compétences pour quels acteurs? Eh bien, c'est l'inverse justement des propositions du président de la République qui vise à tout renationaliser et notamment la politique du RSA, ce qui est une grave erreur. Valérie Pécresse est présidente de la plus grande des régions de France. J'ai été moi-même président de département et je peux vous dire que les collectivités territoriales, elles ont un rôle clé à jouer en matière d'insertion et en matière de politique de lutte contre la fraude et de lutte contre la pauvreté en tant que telle. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est maintenir la compétence des départements sur le RSA. Mais nous voulons aller plus loin. On oublie trop souvent que dans RSA, il y a le mot activité. C'est-à-dire que ce que l'on veut, c'est un RSA qui soit orienté vers l'accès ou le retour à l'emploi pour les allocataires. Il va falloir tendre effectivement vers un système unifié de prestations de solidarité. Un système unifié de prestations de solidarité et aussi un système où l'accès au retour à l'emploi est fondamental. Il nous faut une grande distinction entre les revenus du travail et les revenus de la solidarité. Il faut que reprendre un travail, reprendre un emploi, eh bien, ça a un avantage financier, mais c'est un avantage aussi en termes d'insertion en tant que tel. Donc nous, ce que nous disons, c'est un système d'unification des prestations, deuxièmement, un RSA qui soit géré au niveau territorial
pour apporter ce qu'on appelle des programmes départementaux d'insertion, c'est-à-dire qu'on soit au plus près des acteurs, au plus près des associations. On croit à cette territorialisation et au rôle des départements, des communes, à travers aussi leur CCAS, qui jouent des rôles essentiels, mais aussi des régions comme chef de file également. Et puis ensuite, c'est effectivement une approche ciblée. Et on va définir, avec Valérie Pécresse, 4 publics cibles pour lutter contre la pauvreté. C'est d'abord les travailleurs pauvres. Sur les travailleurs pauvres, nous proposons une hausse de 10% des salaires pour entraîner une vaste revalorisation des salaires en France. Ce n'est pas la même chose qu'augmenter le SMIC. Augmenter le SMIC, c'est bien, mais ça crée des trappes à bas salaires et vous écrasez les bas salaires. Augmenter de 10% les salaires en France, ça crée une vraie volonté de s'engager sur le travail parce que ce n'est pas la résolution du chômage que l'on arrivera à sortir aussi beaucoup de Français de la pauvreté. C'est aussi ensuite s'attaquer aux familles monoparentales. Un instant, juste pour avoir une précision, autant un salarié au SMIC, on voit ce que c'est. Comment vous définissez un travailleur pauvre? Pour nous, un travailleur pauvre, c'est une personne en tout cas qui vit soit au SMIC, soit en dessous pour celles et ceux qui sont dans des emplois partiels, parce qu'il y a beaucoup de travail partiel voulu, mais il y a aussi du travail partiel subi. Et puis, c'est aussi tous les travailleurs qui sont en dessous du salaire moyen. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a un écrasement des salaires en France et qu'il faut revaloriser, je crois, les salaires en tant que tels. Et ça, c'est un enjeu très important. Ça, c'est pour les travailleurs pauvres, en tout cas les travailleurs modestes, ceux qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois alors qu'ils travaillent tous les jours. Ça, c'est un enjeu absolument majeur. Et pour cela aussi, il faut réduire un certain nombre de factures. C'est pour ça qu'on propose de doubler le chèque énergie. Doubler le chèque énergie pour réduire la facture énergétique, et notamment de toutes celles et tous ceux qui travaillent, bien entendu. C'est ensuite s'attaquer aux familles monoparentales. Et là, nous avons une proposition très forte portée par Valérie Pécresse, c'est la défiscalisation des pensions alimentaires. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il est très important que les pensions alimentaires du parent qui vit seul ne soient pas fiscalisées pour redonner tout simplement du pouvoir d'achat, du revenu, parce qu'on le sait très bien, ce sont ces familles monoparentales qui aujourd'hui se trouvent en souffrance et qui en plus ont des coûts de garde, parce qu'il y a un échec de la politique de l'enfance du gouvernement actuel qui est extrêmement importante. Et puis l'autre public cible, ce sont aussi les jeunes. Et sur les jeunes, ce n'est pas un revenu universel que nous voulons. Nous, c'est un revenu jeune actif, c'est-à-dire une vraie formation qualifiante dans tous les secteurs qui sont des secteurs qui se trouvent en tension, en manque de main-d'œuvre. Et en contrepartie de cela, nous proposons une rémunération de 670 € par mois. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un revenu pour rester chez soi, nous proposons, nous, un revenu pour un emploi, mais un revenu décent pour un emploi digne et une intégration dans la société française, parce que nous considérons que le retour vers l'emploi, ce n'est pas le retour simplement vers le revenu, c'est le retour vers l'insertion sociale, vers la réalisation de soi, et vers tout simplement aussi le lien et la solidarité qu'il y a entre les uns et les autres. Et puis enfin, ce sont aussi les personnes âgées isolées et les personnes handicapées. Sur les personnes âgées isolées, revalorisation des petites retraites, indexation des retraites sur l'inflation, ce sont 2 engagements que nous prenons. Et puis pour les personnes handicapées, il y a aussi la question qui sera posée de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé et aussi du maintien du versement de la pension de réversion lorsque le dernier parent meurt au profit de l'enfant handicapé, parce que nous savons aussi que le handicap, malheureusement, est une des sources de la pauvreté et de l'isolement, notamment dans ces périodes de crise sanitaire. Merci Damien Abad. J'essaye de creuser cette question des jeunes, là, qui est une des 4 catégories, une des 4 cibles, pour reprendre votre mot que vous avez évoqué avec cette proposition pour les jeunes actifs. Si je comprends bien, ça veut dire que vous ne faites pas vôtre la proposition qui est celle de la FAS d'extension du revenu minimum aux jeunes à partir de 18 ans qui en ont le plus besoin, que vous centrez votre proposition sur les jeunes actifs. Est-ce que c'est suffisant? Parce que je crois que beaucoup de Français ont été frappés ces derniers mois de voir à quel point la pauvreté gagnait la jeunesse, et pas seulement la jeunesse qui travaillait ou cherchait du travail, mais y compris la jeunesse qui était la jeunesse étudiante. Donc là, il y a toute une catégorie de la jeunesse que vous ne touchez pas avec cette proposition. Est-ce que vous avez d'autres propositions, ou est-ce que vous considérez que c'est la période d'études est une période particulière, qu'il faut qu'il y ait la solidarité des parents ou les bourses, et puis qu'après, quand ils rentreront dans le monde du travail, ils sortiront de ces difficultés? Non, nous avons aussi d'autres propositions. Cette proposition du revenu jeune actif, ce sont effectivement pour les jeunes actifs, pour les encourager au retour vers l'emploi, pour que le travail soit rémunérateur et pour répondre aussi à un besoin aujourd'hui qu'il y a en France
dans un certain nombre de métiers qui ne sont pas couverts en tant que tels. Et nous ne croyons pas au revenu universel d'activité, qui est en fait une usine à gaz complexe qui, à la fin des fins, va entraîner une baisse des ressources pour beaucoup de Françaises et de Français en situation de pauvreté et de souffrance sociale. Et pour répondre concrètement, là aussi, et là encore à votre question, nous proposons 2 mesures supplémentaires qui, elles, sont axées sur les étudiants. D'abord, la création d'une banque nationale des jeunes. Il faut permettre à tous les jeunes qui font des études, qui vont rentrer dans l'enseignement supérieur, et on le sait aujourd'hui en plus, dans des situations difficiles, entre les questions de présentiel ou pas présentiel, les questions qu'il y a aujourd'hui d'accès au logement et autres. Nous proposons donc cette banque nationale pour permettre des prêts étudiants, pour permettre tout simplement aux jeunes de pouvoir financer leur étude et de financer leur logement, parce qu'on le sait, le logement plus l'étude et parfois aussi les aides au permis de conduire sont des éléments centraux pour permettre tout simplement à tous les jeunes de se réaliser. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi défendre l'ascenseur social et l'égalité des chances, et donc redéfinir l'école de la République et le rôle de l'enseignement supérieur en tant que tel. Et puis notre deuxième proposition concrète, c'est d'augmenter aussi le panel et le parc de logements étudiants. Il nous faut davantage de logements étudiants parce que l'un des freins majeurs dans l'accès des jeunes, notamment des jeunes en difficulté sociale pour les études et notamment les études supérieures, c'est justement ce frein de l'accès au logement. Donc il faut démultiplier ces logements étudiants et permettre, j'ai entendu tout à l'heure nos intervenants sur le logement social, c'est très bien, oui, il faut faire davantage de logement social, mais aussi il faut développer le logement étudiant. Euh, je- on poursuit cet échange et comme c'est un échange interactif, je me fais l'écho d'une question qui est posée par SMS pour prolonger ce que vous avez dit. Est-ce que s'appuyer sur les territoires veut dire aller plus loin dans la décentralisation des compétences aux collectivités? Oui, très clairement oui, parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'on a besoin de redonner de la confiance aux acteurs locaux et territoriaux. Ça veut dire quoi? Quand, Prenons un exemple, le sujet de l'alimentation, le sujet de se nourrir, qui est un sujet majeur et qui est un élément malheureusement qui nous fait souvent tomber dans la pauvreté, et je salue le travail des associations qui fait au quotidien. Nous voulons des programmes alimentaires territoriaux. Nous voulons des plateformes d'agriculture de proximité qui permettra d'approvisionner en produits locaux nos cantines, nos établissements scolaires, nos établissements publics, et surtout de répondre à un enjeu qui est la question de l'aide alimentaire. L'aide alimentaire, on ne va pas décider tout à Paris. On doit faire confiance aux collectivités locales. L'alimentation, on doit pouvoir avoir de la décentralisation. Deuxième exemple très concret, le secteur de la santé. Sur le secteur de la santé, il faut donner de la compétence aux régions et aux départements. La santé pour les régions et le médico-social pour les départements. Pourquoi? Parce que, prenons 2, 3 exemples, le numerus clausus. Il faut régionaliser ce numerus clausus, permettre de démultiplier l'accès à la médecine de ville. Aujourd'hui, il y a des territoires qui sont en grande souffrance. Il y a une autre forme de pauvreté qui se développe, c'est la pauvreté médicale, c'est-à-dire des personnes âgées qui ne peuvent plus sortir de chez elles et qui n'ont plus accès aux médecins généralistes et qui n'ont plus accès tout simplement à la médecine de ville en tant que telle. Là, il y a un gros effort, un gros travail qui doit être fait, et là encore, on le fera au niveau territorial. C'est la question, bien sûr, centrale de l'accès aux soins. Et puis, c'est la question aussi de l'emploi. Sur les questions de l'emploi et de la formation, là aussi, il faut régionaliser les choses. L'accès à l'emploi, j'ai entendu le sujet des territoires zéro chômeur, qui sont des bonnes initiatives, mais qu'il faut amplifier, qu'il faut accentuer, démultiplier sur le terrain, encore une fois. Donc, la solidarité doit se construire au niveau territorial, avec un cadre national, bien entendu, parce que ça, c'est fondamental, qu'il y ait un cadre national, c'est l'égalité de tous, et ce sont des règles de solidarité qui sont majeures, mais il faut faire davantage confiance à ces territoires et des partenariats qui doivent être renouvelés. Valérie Pécresse, en tant que présidente d'Île-de-France, elle a démultiplié les partenariats avec les associations. Elle a lutté aussi contre les discriminations. Elle a créé une maison pour les sans-abri du métro ou encore une maison régionale pour les femmes dans la rue. Et je veux dire aussi un mot là-dessus sur la question des femmes et des violences conjugales, parce que ça sera un des enjeux majeurs et un des piliers de notre programme. Nous ferons de la lutte contre les violences conjugales une priorité absolue. Ça veut dire quoi? Une juridiction spécialisée, la démultiplication des bracelets anti-rapprochement et surtout des relogements massifs et rapides pour les femmes qui sont battues ou en situation de violence. Damien Abad, mille merci pour Merci à vous. ce jeu de questions et de réponses. Je crois que ça a permis d'éclairer les différences à la fois de philosophie et de propositions entre ce que vous défendez et ce que défendent les autres candidats. Donc un débat dans lequel on a un peu plus de clarté sur les accords et les désaccords. Je crois que c'est un bon débat, même si c'est par le jeu d'une succession d'entretiens. Donc merci beaucoup à vous.